minutes, oui, merci. Très vite, puisque c'est un phénomène qui est largement médiatisé et donc connu. Je vais essayer de soulever quelques points particuliers et vous ferez votre miel avec le reste, si ce micro veut bien rester en l'air. Comme vous le savez, pour généraliser des principes géopolitiques que je n'ai pas la prétention d'apprendre à l'honorable assistance, que je remercie d'être présente, la religion est, avec la langue, une des composantes fondamentales de l'identité. L'identité, la puissance sont des facteurs fondamentaux de l'analyse géopolitique. La religion peut être un élément de cohésion de l'identité nationale. Ça concerne la géopolitique interne, ça a forcément des influences sur la géopolitique externe. Avec la fin de la guerre froide, l'ordre bipolaire, l'effacement des affrontements idéologiques du siècle, eh bien, la religion va redevenir une grille de lecture cruciale dans l'analyse géopolitique, parce que la religion peut être utilisée comme un instrument de la réelle politique des États, tout ça à fin de politique étrangère. Premier point, on va s'attarder sur le courant des protestants évangéliques, comme il était dit dans mon propos, et non pas des protestants en général, Monsieur le Président. Malgré les nuances, il existe une infinité de nuances dans lesquelles je ne vais pas me perdre, des mouvements évangéliques, il y a quand même un ensemble de bases similaires pour les mouvements adhérents à la doctrine de ce qu'on appelle l'Église des professants. C'est la nouvelle naissance, en anglais « born again », la rencontre personnelle avec le Christ. Il faut cette rencontre personnelle avec le Christ qui est un effet protestant généralisé, mais ici c'est une vision très sensible de cette rencontre directe, et puis l'extériorité, la capacité d'une extériorité sensible également d'une profession de foi. L'adhésion à cette doctrine est une caractéristique commune pour définir une église évangélique dont les principales tendances, disons, relativement institutionnalisées sont l'anabaptisme, le baptisme, le pentecôtisme, le tout dans un cadre charismatique. Combien sont-ils? 700 millions. Ils approchent les 700 millions. Là, on rigole moins déjà. Ils représentent à peu près un chrétien sur 4, et surtout, ils ont d'abord vampirisé leur propre tendance protestante. 700 millions, vous voulez dire? 700 millions, j'ai dit quoi? 1000. 700 millions, voilà. J'ai dit 700... 70 millions, 70 millions. Je dis 700 millions, moi. Ah, dans le monde? Oui, ah, okay. Voilà. C'est 700 millions, excusez-moi, je le dis une dernière fois, 700 millions. Mais ça doit être le micro, je pense, qui a été récupéré par le fantôme de Billy Graham. Alors, donc, un chrétien sur 4, 3/4 du protestantisme mondial. C'est-à-dire qu'ils ont donc vampirisé leur propre religion générale, le protestantisme, avant de s'attaquer ensuite, on le voit dans un deuxième temps, au catholicisme libéral. On le voit dans les pays, dans les différents pays du monde où les évangélistes convertissent beaucoup dans des catholiques déçus de l'Église catholique d'aujourd'hui. Donc on voit bien d'abord une vampirisation du milieu protestant. En France, c'est presque évident, hein, les luthéro-calvinistes sont littéralement débordés par ce dynamisme, mais dans le monde entier, eh bien, on le voit notamment par exemple au Brésil, premier pays catholique, qui est la cible, l'une des cibles principales, et on sait bien pourquoi, de l'Église évangélique. Courant extrêmement diversifié, inspiré par les mouvements protestants réformateurs du XVIe siècle, hein, on voit que ça vient de loin, différences théologiques, différences culturelles, et aujourd'hui c'est un phénomène de massification. D'ailleurs, il y a ces termes qui sont créés, ça ne pouvait être qu'aux États-Unis, mais qui s'exportent notamment en Afrique et un peu en Asie. C'est ce qu'on appelle les méga-églises. Qu'est-ce que c'est une méga-église? Eh bien, c'est une église qui peut contenir au moins 2000 personnes tous les dimanches, et c'est une petite paroisse. Il y a les giga-églises, c'est 10 000 personnes, etc., etc. Donc, ce protestantisme connaît des modalités de fonctionnement qui sont curieusement identiques malgré la caractéristique extrêmement diversifiée des cultures. Donc je vous l'ai dit, hein, conversion personnelle, centralité de la Bible, thème de la croix, propagation du message de l'Évangile. C'est très important de souligner, un élément important, c'est le côté nouveau-né.
le born again, pardon de cette expression anglaise américaine, veut dire que vous vous sentez vous-même très responsable de votre conversion et vous êtes donc engagé à l'action. Et dans la hiérarchie évangélique, on va se servir de ce dynamisme, on va se servir de cette sensibilité pour vous faire des choses qui, elles, ne ressortent pas forcément toujours de la religion. L'élément important, c'est que le protestant évangélique est donc un témoin qui s'engage dans la propagation du message de l'évangile. Organisé et favorisé par la congrégation, ce volontarisme se traduit dans un prosélytisme énergique, particulièrement présent dans le domaine social, tant au niveau local qu'international, puis dans le domaine politique. La doctrine évangélique, enfin, pousse naturellement le croyant, pour au moins une très grande partie, on dit 80-85%, en fonction des différents sondages, à un conservatisme social, parce que vous avez des évangéliques qui sont plutôt libéraux, il faut le savoir. Il y a des évangéliques anti-Trump. Mais pour vraiment la très grande majorité d'entre eux, c'est un conservatisme social qui préserve la morale traditionnelle. Et la grande majorité des évangélistes protestants adoptent en conséquence une approche conservatrice des cadres publics, travaillent à son application en utilisant leur très riche système médiatique et leur lobbying auprès des responsables politiques. Nous y voilà. On voit bien par exemple que les républicains, vous savez que Jimmy Carter était un ancien pasteur baptiste, born again, étant passé par la Renaissance, comme on dit, était très, très militant, mais c'était un démocrate. Donc on voit bien qu'à partir des années 80, il y a un renversement un peu comme on l'a vu avec les néoconservateurs, qui, dans un sens inverse, sont passés des républicains aux démocrates, pour suivre le complexe militaro-industriel. Là, les évangéliques, les églises évangéliques ont plutôt basculé des démocrates vers les conservateurs, vers les républicains, pardon. Et donc on le voit, je parlais des très, très riches moyens de diffusion, l'influence des téléévangélistes conservateurs va être tellement importante qu'ils vont même jouer et vont être un facteur presque décisif de l'élection des présidents. Dans les campagnes électorales, le plus actif d'entre eux, c'est évidemment Bill Graham, qu'on a cité, Jerry Falwell, Pat Robertson. Pat Robertson, c'est juste celui qui a créé la chaîne de télévision chrétienne CBN, qui est l'une des chaînes de télévision les plus regardées au monde, Christian Broadcasting Network, qui est une chaîne de télévision chrétienne évangélique américaine, dont les programmes dépassent largement le seul public américain. Les sièges sociaux et locaux sont évidemment en Virginie. Jim Baker, James Robinson, Bill Bright, lui c'est le mouvement missionnaire Cru. Cru, c'est une organisation missionnaire protestante. Vous allez voir l'influence qu'elle a, c'est qu'elle est présente. Elle est là pour évangéliser les disciples, mais son influence est internationale. Cru, c'est Agapé dans certains pays d'Europe, c'est Campus Crusade for Christ, ou Campus pour Christ dans certains pays d'Asie, c'est Great Commission Movement dans certains pays d'Afrique, c'est Vida Estudiantil en Amérique latine, c'est Power to Change en Australie, et Pouvoir de changer dans les régions francophones. C'est donc un relais, là on parle que d'epsilon, de capacité d'influence d'epsilon, mais vous voyez que c'est tout de suite international et c'est tout de suite bien situé. Évidemment, Cru vise les étudiants, les athlètes, les professionnels adultes, et son siège social est à Orlando, en Floride. Alors, quelle est leur répartition? C'est bon de savoir combien il y en a en Amérique latine. Il y en a entre 140 et 145 millions. Brésil, qui bat tous les records, doit approcher les 50 millions aujourd'hui. Mexique du million, Argentine 6 millions, Guatemala 5 millions. Ensuite, nous avons l'Amérique du Nord, États-Unis 91 millions. Les églises protestantes traditionnelles sont concurrencées par les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, qui s'implantent vraiment de manière croissante, qui ont des succursales qui s'implantent en Afrique et en Amérique latine. Ce ne sont pas des créations in situ en Afrique et en Amérique latine, ce sont des succursales des créations américaines. On a bien une sorte de projection américaine de la vision évangéliste. En Afrique, ce sont surtout des charismatiques et des pentecôtistes, avec certains groupes issus des milieux prophétiques. Donc le premier pays, c'est le Nigeria, avec presque 60 millions, le Kenya, l'Éthiopie, le Congo et l'Afrique du Sud. Le continent asiatique, eh bien, c'est la Chine. La Chine avec à peu près 68 millions d'habitants, l'Inde avec presque 30 millions d'habitants,
l'Indonésie, les Philippines et la Corée du Sud. L'Océanie, l'Australie, 4 millions, Papouasie, 2 millions, Nouvelle-Zélande, 1 million, et enfin l'Europe, Royaume-Uni, 5 millions, Russie, 2 millions, Ukraine, 2 millions, Roumanie, 2 millions, Allemagne, 2 millions, mais il faut voir ces chiffres évidemment en croissance, puisque ce sont des statistiques évangéliques mondiales qui datent de quelques années. Et puis, pour la France, eh bien, on voit bien que les déçus du catholicisme sont récupérés par les évangéliques. 72% des néo-protestants étaient d'abord anciennement catholiques. 72%. Alors, catholiques, tout est relatif, vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'ils étaient baptisés, bon, quant à la pratique. Et puis, seulement 22% sans religion. Donc on voit bien, hein, quand je vous parle d'un phénomène de vampirisation, c'est bien quelque chose qui est précis. Il y a à peu près une église évangélique qui s'ouvre tous les 10 jours en France. Attention, elles ne tiennent pas toute la distance, hein, évidemment, et puis il y en a des petites, des grandes, etc. Mais il y a un dynamisme de l'implantation qui est tout à fait important. Les églises sont plutôt multiculturelles, les catégories socio-professionnelles, les générations, les provenances sont assez diversifiées. Et puis, on a une reconnaissance de l'évangélisation ou de l'évangélicisation, je ne sais pas comment on peut dire, du protestantisme par les protestants eux-mêmes, puisque l'approbation à la sensibilité évangélique monte dans les sondages à 51% chez les protestants de moins de 35 ans. 53% des moins de 35 ans se déclarent donc évangéliques, tandis que 47% de cette classe d'âge se disent spontanément « moi je suis protestant ». On dit « vous êtes quoi ?» Je suis évangélique, je suis protestant. Vous voyez la différence. Donc c'est un marqueur identitaire pour signifier un protestantisme engagé. Si vous me permettez cette pique, et vous me le permettez, bien sûr, et je vous en remercie, c'est inversement proportionnel, si vous voulez, à la profondeur de la doctrine. La caractéristique identitaire de l'évangélique, qui va très loin jusqu'à une expression littéralement libérée, si je puis dire, eh bien, est inversement proportionnel à l'approfondissement, je dirais, catéchétique, pour parler comme un catholique. Alors, l'influence et l'action géopolitique des évangélistes, et j'en aurai fini avec mes 35 secondes et 2 dixièmes qui me restent, avant la punition du président, les évangéliques connaissent donc la progression du nombre de pratiquants la plus dynamique du monde actuel, devant les musulmans. Il y a plus de conversions aux églises évangéliques qu'il y a de conversions à l'islam, par exemple. Il y a un pouvoir d'attraction et de rayonnement du protestantisme évangélique dans le monde contemporain, alors que nous sommes dans une société assez critique du religieux. Un quart des protestants actuels ne l'étaient pas à la naissance. Il y a une dynamique de croissance religieuse en provenance des milieux évangéliques. C'était donc un christianisme de conversion. Conversion d'abord des protestants entre eux, conversion vers les catholiques libéraux, et puis conversion vers, mais dans un troisième temps seulement, j'insiste lourdement mais je le redis, vers d'autres religions comme par exemple l'islam. C'est une église de confessants, on parlait du rapport de l'église et de l'État, c'est-à-dire des églises déterritorialisées. Il n'y a pas de logique de paroisse. Il existait surtout des églises protestantes nationales directement reliées à l'État, il y a encore quelques années, comme en Suisse, des églises d'État. Mais la mouvance évangélique est dite libre, libre de toute attache étatique, comme les évangélistes partout ailleurs qu'aux États-Unis. Ça permet cette projection américaine du phénomène évangélique, et donc des thématiques et je dirais, des intérêts ou des objectifs et des défis géopolitiques qui sont décidés à Washington. Si on prend le protestantisme aux États-Unis, de la création des États-Unis, c'est un authentique facteur de l'identité américaine. Et ça, on ne peut pas le retirer. C'est bien une exportation. Pourquoi ? Le protestantisme évangélique est presque consubstantiel à l'identité américaine. C'est un facteur d'identité américaine parce que c'était l'apanage dès le départ des colons blancs, anglo-saxons, protestants jusqu'au milieu du XXe siècle. Qu'est-ce qui fait que la culture évangélique devient militante, devient politique ? Tout simplement parce que l'Église évangélique, qui est donc implantée depuis le XVIe siècle, croit qu'elle va perdre la bataille culturelle. Ce n'est pas un hasard si, encore une fois, je vous l'ai dit, une bonne partie des évangéliques a basculé du côté démocrate. On est sur une bascule. Et donc, on voit que les évangéliques vont réinvestir le champ culturel, le champ politique, pour mieux réinvestir le champ culturel, pour se réapproprier ce qu'ils appellent être la tradition
et l'identité américaine. Et donc ils vont fortement se mobiliser en faveur des candidats conservateurs. Ça commence dans les années 70, mais en réalité on en voit les premiers éléments dans les années 80. Le résultat, c'est qu'en 2024, 80% des évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump, malgré des controverses au sujet de l'avortement, etc. Donc on a ce qu'on appelle une majorité morale, moral majority, qui considère que préserver les valeurs familiales et morales dans une société de plus en plus fragmentée est une priorité. Je ne reviens pas sur ça, juste un mot sur la guerre culturelle. Hein. Le Culture World, c'est une culmination de la guerre culturelle qui est liée avec la progression de leur influence sur le milieu politique. Et tout ce qui est dans une société qui se dit éminemment messianique, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est lié aux États-Unis, forcément va se déverser par le biais de la mondialisation et de la logistique extraordinaire d'influence américaine, eh bien, à l'ensemble du monde. J'en enlève beaucoup, Monsieur le Président. Vous me regardez par-dessus mon épaule. Hein. Vous avez vu tout ce que j'enlève là? Alors, pour que la force de frappe en termes d'influence soit la plus puissante, il y a un certain regroupement des structures, on voit bien toute l'efficacité américaine, qui s'est opérée et qui va permettre une uniformisation, non pas des rites surtout pas, mais des méthodes d'infiltration des institutions les plus importantes, d'influence, de lobbying. Et je vous donne un exemple, c'est l'Alliance évangélique mondiale, World Evangelical Alliance, laquelle est une organisation mondiale dénominationnelle d'églises chrétiennes, évangéliques et protestantes, regroupe juste 143 alliances nationales d'églises, 104 associations membres, 6 commissions, c'est la plus importante organisation internationale d'églises évangéliques et protestantes, elle a son siège dans l'Illinois, évidemment, et elle a une grande capacité à donner cohérence à son action, à uniformiser sa stratégie d'influence à l'échelle internationale. Et elle ne regroupe pas la totalité des églises chrétiennes, mais il existe également l'Alliance baptiste mondiale, mais il y a cette convergence des thématiques. Et donc ces thématiques conjointes à la construction d'ensemble des thématiques stratégiques des institutions d'outre-Atlantique, c'est par exemple celle du sionisme chrétien. Le sionisme chrétien est un des points fondamentaux de convergence doctrinale de cette tendance. Le libéralisme économique comme système le plus naturel de l'organisation des échanges. Ça, c'est un deuxième point. La promotion aussi, c'est-à-dire la révélation, je dirais, comme on dit aujourd'hui, il y a un terme, c'est pas grave, le fait de révéler, par de plus en plus d'hommes politiques, de se déclarer chrétien évangélique, comme une sorte d'exemple. Je vous donne quelques exemples parce que c'est quand même assez impressionnant. Aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, le vice-président Mike Pence. Au Canada, le pasteur Baptiste Aberhart, ancien premier ministre de l'Alberta. Le pasteur Thomas Douglas, premier ministre du Saskatchewan, premier chef fédéral du nouveau Parti démocratique. En Haïti, le pasteur Baptiste Jean Chavannes-Jeune, vice-président. En Amérique latine, depuis les années 90, puisque c'est vraiment l'une des cibles principales avec l'Afrique, des groupes parlementaires et des partis politiques ont été fondés par des évangéliques. Le soutien des églises évangéliques est sollicité pour construire une carrière politique au sein des États. Au Brésil, il existe un front parlementaire évangélique qui s'est réuni à Brasilia et qui rassemble des parlementaires évangéliques de tout parti politique brésilien. On a donc une vision transcourant. En Afrique, le diacre Baptiste Touadéra, qui a été le Premier ministre de la République centrafricaine, puis président de la République, le théologien pentecôtiste Jacques Vera, président du Malawi, le pasteur Baptiste Tolbert, vice-président du Libéria, puis président du Libéria, le diacre vous m'avez compris, vice-président du Libéria à sa suite, puis président. En Corée, c'est vraiment très récent, l'évangéliste baptiste Wan Kwon-in, premier ministre de Corée du Sud, puis président par intérim en 2017. J'arrête là, j'ai pris par continent, mais vous pouvez multiplier les exemples. Avant, tout ça était bien présent, disons à partir des années 80, crescendo jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'était pas dit. L'une des stratégies actuelles des évangéliques, c'est de le dire maintenant, c'est de l'affirmer. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ça c'est eux que ça regarde. Donc on voit bien que ce réseau, très, très incomplètement évoqué et loin d'être exhaustif, manifeste la remarquable capacité du phénomène évangéliste à imposer des thématiques et des programmes culturels et stratégiques, et de pénétrer, d'infiltrer des institutions de par le monde sur des thématiques, sur des défis stratégiques dont l'origine se situe à Washington. Je vous remercie.